Bonjour à toutes et à tous. Sens Public, votre nouveau rendez-vous sur Public Sénat. 90 minutes de débat, d'actualité et de réflexion. Notre objectif, c'est donner du sens, donner de la profondeur à l'actualité avec 3 temps dans cette émission. Un débat d'actualité d'abord pour commencer. On vous proposera tous les jours un débat d'actualité. Aujourd'hui, on analyse le bilan du Beauvau de la sécurité sur les terres électorales de Xavier Bertrand et Marine Le Pen. Le président de la République a annoncé des postes, de l'argent, mais aussi plus de contrôle pour l'institution policière. Deuxième temps de ce Sens Public, la rubrique « Les électeurs ont la parole ». Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà réagir sur les réseaux sociaux avec le mot dièse, le hashtag Sens Public. Évidemment, vous pouvez réagir notamment sur le thème du jour, la hausse du prix de l'essence, plus de 2 € pour le samplon 95 dans certaines stations-service. Réaction et surtout explication tout à l'heure. Et puis dans un troisième temps, notre second débat exploratoire, débat prospectif, consacré aujourd'hui au mépris, cette maladie de la société française, cette maladie qui stratifie notre société. Reste à ta place, c'est le titre d'un livre passionnant. C'est aussi la phrase qu'ont entendue les Nicolas Sarkozy, Anne Hidalgo, Bernard Tapie ou Éric Dupond-Moretti. Ils y ont trouvé un moteur, mais combien d'autres sont restés au bord de la route? On y reviendra un peu avant 19 h. Voilà pour les titres. Mais d'abord, les annonces d'Emmanuel Macron à Roubaix pour boucler 8 mois de discussion, calmer la colère policière et renouer la confiance, parfois distendue, parfois perdue entre les Français et leurs forces de l'ordre. Quentin Calmet. L'Élysée avait parlé d'annonces substantielles et de changements radicaux. La promesse était au rendez-vous. Avec tout d'abord une nouvelle rallonge financière de 500 millions d'euros qui vient s'ajouter à une hausse du budget de 900 millions d'euros déjà prévue. C'est sans précédent. 95% de ces mesures qui ressortent du Beauvau sont pour du matériel, de l'investissement, les conditions de travail. Le budget de la police, qui doit faire l'objet prochainement d'une grande loi de programmation prévue en Conseil des ministres début 2022. Dans le même temps, le chef de l'État a annoncé une simplification qu'il veut drastique de la conduite des enquêtes, en passant davantage par les amendes forfaitaires et la possibilité de porter plainte en ligne. Enfin, une autre annonce structurelle, un nouveau schéma du maintien de l'ordre. Une intervention du chef de l'État qu'il a voulu équilibrer avec quelques annonces en faveur de davantage de contrôle de la profession, comme avec la publication des rapports de l'IGPN ou encore une nouvelle instance de contrôle parlementaire des forces de l'ordre. Voilà pourquoi aussi je proposerai au président de chambre parlementaire que sur le modèle de la délégation parlementaire au renseignement, soit créée une instance de contrôle parlementaire des forces de l'ordre qui pourra procéder à l'évaluation de leur action. À Roubaix, Emmanuel Macron a ainsi multiplié les annonces sur ce sujet hautement régalien, un des enjeux de la campagne présidentielle. Le Beauvau de la sécurité. Pour en débattre, j'accueille Camille Chaise. Bonjour, vous êtes porte-parole du ministère de l'Intérieur. Bienvenue. David Lebar, bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat des commissaires SCPN UNSA. Jérôme Durin, bienvenue à vous aussi, sénateur socialiste de Saône-et-Loire. Vous avez participé à ces tables rondes du Beauvau de la sécurité. En visioconférence avec nous, Sarah Massoud, qui est secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Bonjour et bienvenue à vous aussi, et Laetitia Krupa que j'accueille sur ce plateau pour sa première participation à l'émission, tout comme Mathieu Croissando qui était là hier. Vous allez m'accompagner pendant toute l'émission dans le rôle d'éditorialiste politique. Bienvenue Laetitia, c'est du bonheur de vous retrouver sur un plateau de télé. On a eu quelques années de Medial Magazine ensemble, ça rappelle des souvenirs. Si j'essaye de résumer mais alors c'est toujours un exercice périlleux, mais si moi je le résume en 2 mots, le discours, les annonces d'Emmanuel Macron, je dis des moyens et un contrôle de l'institution policière. Est-ce que vous dites que c'est équilibré, David Lebar? Et est-ce que vous faites ce résumé? J'allais vous répondre que je ne ferai pas ce résumé. Voilà. Moi, je résumerai, si je dois le faire en 2 points, sur ce qui est bon pour le citoyen et ce qui est bon pour le policier et ce qui va permettre de faire la police de 2030. Et dans ce discours-là, mais j'imagine qu'on en débattra, il y a énormément d'ambition, il y a énormément de décisions. On verra évidemment après, selon les actes et ce qui sera fait ou ce qui ne sera pas fait, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce discours. Mais j'ai trouvé que ce discours était très équilibré et avait pour une fois, et politiquement je ne l'ai pas souvent entendu, le mérite de nous projeter en 2030.
Oui, 2030, oui. Oui, 2030. Jérôme Durin, 8 mois de travail, 8 tables rondes. Est-ce que le résultat est à la hauteur pour vous qui avez vraiment vu les tiraillements, les propositions, les bonnes idées, les moins bonnes qui ont pu émerger? C'est un discours qui est à la hauteur du Beauvau et qui est caractérisé ou entaché des mêmes difficultés que le Beauvau. On nous a dit, le Beauvau, il y a beaucoup de citoyens, beaucoup d'experts étrangers à l'institution policière. Ça a été quand même beaucoup en vase clos. Alors, je pense que ce discours, il fera plaisir dans les gendarmeries, dans les commissariats. Et c'est une bonne chose. Oui, d'ailleurs, c'est le premier son de cloche de Parce qu'il faut répondre aux besoins des policiers. Ouais. Mais on attend du président de la République, à la fin d'un quinquennat et juste avant la campagne, une autre vision de la sécurité. Donc il y a les moyens, il l'a dit d'ailleurs, le président, 95% ce sont des moyens, mais quid de la doctrine d'emploi par exemple, s'agissant du maintien de l'ordre, quid du calendrier de ce discours, puisque finalement il vient nous expliquer à la fin du quinquennat ce qu'il aurait fallu faire pendant. Je pense à la formation ça va pas, mais c'est un des 5 ministres de l'Intérieur qui a réduit la formation, alors maintenant il faut la rétablir. Et puis surtout sur le contrôle, c'est très peu ambitieux. On y reviendra, j'imagine, spécifiquement, mais c'est très peu ambitieux. Oui, on va évidemment et le sujet faire un central focus là-dessus. Pour moi, parlementaire, d'où je parle politiquement, le principal sujet, c'était renouer la confiance entre les citoyens et les forces de l'ordre. Et bien, je pense que, s'agissant du discours, on n'y est pas encore. Sarah Massoud, votre sentiment global pour commencer, et puis ensuite Camille Chess, je vous donnerai la parole, comme ça vous aurez eu les 3 sons de cloche. De la même manière que l'intervenant précédent, extrêmement déçu. On nous parle de grandes réformes, de radicalité, de changement de paradigme. On est quand même très très en deçà, que ce soit d'ailleurs pour l'institution judiciaire, pour l'institution policière ou pour la population. On voit qu'il va y avoir un budget qui va être en très nette augmentation. Ça, c'est plutôt un bien, j'ai envie de vous dire. Ça serait bien que ça soit le cas pour d'autres services publics. Après, on va voir comment c'est égrené. Si c'est égrené seulement pour augmenter le nombre de policiers dans la rue, c'est faire fi quand même du fait que c'est pas parce qu'il y a plus d'agents de bleu. J'ai assez interpellée par cette utilisation du terme par le président de la République du bleu. C'est assez méprisant à l'égard des policiers. Bon, bref, il n'y a pas vraiment de lien de causalité entre le nombre. On sait de quoi il parle quand il dit ça, tout simplement. Ça parle au français. Oui, mais c'est quand même un terme assez connoté. Je trouve ça pas très juste à l'endroit de nos collègues policiers, mais tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'il y aura David Lebrun, c'est bleu. Moi, ça me choque pas. Ça vous choque pas, David Lebrun? Non, parce que vous savez, c'est comme flic. Il faut assumer ce qu'on est. Il n'y a pas d'insulte quand on dit flic ou bleu. Simplement, ça veut dire visibilité. C'est pour ça que le ministre emploie le mot bleu. C'est pour que ça se voit et que les Français soient rassurés. Bon, pardon, je vous ai interrompu, Sarah Massoud. C'est terminé. Mais simplement pour vous dire que contrairement à ce qui vient de vous être dit là sur le plateau, c'est que ça fait maintenant 30 ans. Il y a quand même de nombreuses études, notamment anglo-saxonnes. C'est pas parce qu'il y a plus de bleu dans la rue, dans l'espace public, sur la voie publique, qu'il n'y a pas plus de passage à l'acte. C'est pas plus protecteur pour les citoyens et c'est pas plus dissuasif. C'est pas parce qu'il y a plus de policiers dans une rue que vous n'allez pas aller avoir moins d'agressions ou moins de vols. C'est faux. Donc déjà, c'est faire fi des analyses sociologiques. D'ailleurs, les sociologues étaient absents de ce Beauvau de la sécurité. Donc du coup, assez déçus. Et puis, on attend de voir aussi comment sera égrené tout ce budget. Et en termes de formation, de sociologie policière, de métier de police, des liens aussi entre police et population sur le contrôle des policiers. Alors là, pour le coup, on est très très en deçà de ce qu'on peut attendre, nous, institutions judiciaires. Vous serez avec nous pendant tout le débat, évidemment, donc vous aurez l'occasion de prendre la parole à de nombreuses reprises. Camille Chess, première réponse, peut-être sur ce constat qui j'imagine, vous fait tiquer. C'est pas parce qu'il y a plus de policiers qu'il y a moins de délinquance. Ah bah complètement. Moi, ce que j'ai trouvé au rendez-vous dans ce discours et dans toutes les tables rondes que j'ai eu le plaisir d'animer, donc j'ai été aux premières chefs de toutes ces discussions, c'est qu'il y avait une promesse, c'était de tenir compte des évolutions récentes de la société, de l'augmentation de la violence, du terrorisme qui est toujours présent, des vagues migratoires, des évolutions numériques aussi de la société, avec tous les débats sur les captations d'images par exemple, de prendre tous ces éléments de la société qui avait changé et d'en parler ensemble et d'arriver à partager quelque chose tous ensemble, quels que soient les bords politiques, et c'est pour ça qu'il y avait des élus de terrain, des parlementaires, quels que soient les syndicats, et on sait que dans notre maison police, il y a des syndicats plus progressistes que d'autres, et il y avait aussi des personnes qui n'avaient peut-être jamais franchi les portes de notre ministère, ou très rarement, la présidente de la CNIL hier qui a pu s'exprimer, le garde des Sceaux qui était une réunion présent avec l'ensemble des syndicats, et tout ça, c'était des signes qu'on avait envie de partager quelque chose ensemble, un constat sociétal pour trouver des solutions ensemble. Et les annonces, il y en a eu quand même beaucoup aujourd'hui. Quelle est la plus importante pour vous ?
Pour moi, la plus importante, c'est celle qui a déjà été évoquée, c'est un doublement des policiers sur le terrain. Pourquoi ? Ça veut dire qu'on se met vraiment au service de la population, qu'on est accessible à la population, qu'on peut aller parler aux policiers, qu'on le voit dans la rue quand on en a besoin, comme quand on en a moins besoin. Il y a ce sentiment aussi de sécurité qui va pouvoir redevenir vraiment central. Et puis, ça veut dire pour nous, policiers et gendarmes, une réforme énorme en fait de notre organisation. Ça veut dire peut-être moins de policiers et de gendarmes dans les états-majors, peut-être moins de comptes rendus statistiques. C'est aussi une autre manière de faire de la police qui va être nécessaire avec cette évolution de plus de policiers sur le terrain et aussi plus d'administratifs pour des fonctions administratives, plus de personnel scientifique pour faire des constatations scientifiques. On pourrait dire que c'est basico-basique, mais ça va entraîner des réformes structurelles importantes. Qu'est-ce que vous répondez à Sarah Massoud sur cette affirmation ? C'est pas parce qu'il y a plus de policiers qu'il y a moins de délinquance ? Il y a deux aspects. Il y a les réalités statistiques et puis il y a le sentiment d'insécurité. On a suffisamment parlé de sentiment d'insécurité dans la société française pour être en mesure de dire, quand on voit des policiers, contrairement à ceux qui dénigrent la police, pour la grande majorité des citoyens, avoir accès à la police de proximité sur le terrain, que ce soit dans des commissariats, dans des accueils ou dans la rue, c'est un plus. Ouais. Donc, moi, je vais vous donner un chiffre. Tiens, 68% des Français ont confiance dans la police, 52% des jeunes. Ça baisse de moins de 10% en un an, moins 10% en un an. Oui, c'est vrai pour une bonne partie de la population, mais il y a quand même une petite fracture avec les jeunes sur laquelle il faut travailler. Mais c'est aussi une occasion de mettre plus de policiers sur le terrain, et être sur le terrain, c'est pas forcément faire du répressif. Vous savez, ce qu'on paye, entre guillemets, depuis quelques années, là, c'est une utilisation très intensive de la police en maintien de l'ordre, parce qu'il y a eu une période de contestation sociale très forte, pour différentes causes qu'on va pas toutes lister, et qui fait qu'on est vu, à juste titre, comme une police employée sur un volet répressif. Et on a un peu oublié d'autres missions qui sont les nôtres, qui sont notamment tout ce qui est prévention, secours, assistance, etc. On a un déficit de communication. Et dans le discours que j'ai entendu aujourd'hui, l'intention, c'est de se rapprocher de la population avec des actes type... Quand on simplifie la procédure, à qui on va s'adresser ? À des citoyens à qui aujourd'hui on dit la plainte n'est pas traitée, on est en retard. Et demain, si on peut traiter plus vite, qui va se plaindre de ça ? Je crois que c'est un plus pour tout le monde si on y arrive. Il y a aussi un tournant de la numérisation qui a été évoqué. On sait que nos services sont en retard en termes de digitalisation, de systèmes d'information. Et là, les choses sont très claires. C'est ambitieux, mais c'est ce qu'on demande aux politiques, d'être ambitieux pour les administrations qui doivent ensuite travailler. Et voilà, une plainte en ligne à partir de 2023, c'est un beau projet qu'on met sur la table. Jérôme Durin. Emmanuel Macron, ce matin, c'était le premier flic de France. Il l'a dit dans son discours. Vous nous avez demandé pendant le Beauvau. D'ailleurs, vous l'avez dit, les gendarmes ont exprimé. C'est pas son boulot. Darmanin peut faire ça, mais c'est pas son boulot à Emmanuel Macron. C'est quelle vision on a de la sécurité dans ce pays ? Pas seulement par les moyens, les crédits. Vous disiez 62% des Français apprécient leur police. Ont confiance. Et 52% des gens. Heureusement, et on est tous derrière les policiers et les gendarmes. Mais ce que vous ne dites pas, c'est que ça a un peu décru. Surtout chez les jeunes. Surtout chez les jeunes, mais globalement dans la population, même si c'est une des institutions les plus appréciées, les plus respectées, on l'a dit, à juste raison, ça a baissé. Donc cette question de la confiance dans l'institution policière, dans la gendarmerie, elle n'est pas traitée simplement en écoutant les policiers, en leur disant les gars, de quoi vous avez besoin, je vais vous le donner. Donc si je vous entends, vous dites un peu manque de souffle, quoi. Manque de souffle, ça manque de souffle, ça manque de vision, et puis ça arrive bien tard, quoi. Ça arrive Alors bien justement, tard. Est-ce que ça arrive pas un peu tard, Laetitia ? Pas pour la campagne, mais par rapport au quinquennat, on a perdu du temps. C'est ce que je veux dire. Après, vous avez raison, c'était le premier flic de France parce qu'il s'adresse essentiellement aux Français. Je pense que monsieur, vous avez bien compris le public que visait Emmanuel Macron, et c'est pas les flics, c'est Darmanin qui s'en occupe, et c'est pour ça qu'on est allé le chercher trop tard, il me semble aussi, parce que évidemment que ces mesures, il semble-t-il, satisfont la majorité des forces de police et de gendarmerie, mais quid de leur application, Thomas ? C'est-à-dire que là, on a bien compris que de toute façon, ce serait après l'élection présidentielle. Quelques mesures vont passer par voie réglementaire. Mais si Emmanuel Macron se présente, ça fait beaucoup de si il n'est pas élu, eh bien, hop, toutes ces mesures Beauvau sont oubliées, passent à la trappe. Et pourquoi on a perdu du temps ? C'est aussi une façon de construire un pont sur un second quinquennat, on l'a bien compris. Oui, mais enfin, c'est un pari. Je ne sais pas, celui qui aujourd'hui a le résultat de 2022, je ne mettrai pas un billet. Et puis des chèques. Et des chèques, voilà. Donc, on a bien compris que c'était aussi un déplacement de campagne, et c'est pour ça que c'est Emmanuel Macron qui prend cette communication en charge. Il l'avait fait déjà à Montpellier en avril. Il dit exactement
la même chose. Moi, mon objectif, c'est qu'on vive tous dans un milieu paisible. Donc voilà, on a tout, on a son champ lexical, on a ses objectifs. Maintenant, encore une fois, à partir de quand les Français, puisque c'est à eux que le chef de l'État s'adresse, vont pouvoir voir sur le terrain, constater des avancées dans leur vie quotidienne. Alors effectivement, la question du calendrier, est-ce que ça arrive trop tard, Camille Chaise ? Moi, ce que je vois, c'est que depuis pour être ressenti par les Français, maintenant, ce que je vois, c'est que depuis 4 ans maintenant, on a vécu un certain nombre de crises qu'il a fallu absorber. On continue à avoir la crise du terrorisme qui est présente avec des moyens, le président de la République l'a rappelé, la crise migratoire, la crise sanitaire qui a fait que nous, les policiers, les gendarmes de terrain, on était extrêmement occupés sur toutes ces questions. Et donc c'est difficile, j'imagine, de réformer un pays dans ces conditions à vitesse grand V. Là, moi, je trouve au contraire que le calendrier fixé du point de vue de l'administration est ambitieux, avec des délais très courts. Si on parle de la réforme pénale, on est sur des délais de 3 mois. Quelles mesures pourraient être ressenties rapidement par les Français ? Allez, on va faire de la politique avant la présidentielle. Par exemple, sur le terrain des rodéos urbains ou de la lutte contre les stupéfiants, le démantèlement d'un certain nombre de points de deal, l'amende forfaitaire délictuelle, qui est une amende immédiate. Il y en a eu plus de 55 000 qui ont été délivrés en 6 mois de temps. Et avant, c'était du procès-verbal, des procédures qui n'étaient pas réalisées, un temps extrêmement important pour les enquêteurs. Ça, c'est des choses concrètes qui font changer les choses, qui font s'estomper un certain nombre de points de deal, qui font que des délinquants sont verbalisés immédiatement et qu'on les touche au portefeuille, pour reprendre l'expression du président de la République. Ça, c'est des choses concrètes et qui, de ce qui a été annoncé aujourd'hui, vont être amplifiées dans les jours et les mois. Alors, sur mon écran de contrôle, je vois Sarah Massoud qui fait des grands gestes et qui fait non de la tête. Alors, il faut qu'on vous entende. Pourquoi ça vous fait réagir ? 2 choses. Je pense qu'il y a eu un point positif dans le discours d'Emmanuel Macron, c'était de dire qu'il faut absolument redonner du corps à l'investigation. Il n'y a pas assez suffisamment d'enquêteurs. Aujourd'hui, les policiers, ils fuient les métiers d'enquêteurs. Vous savez, les flics un peu à l'ancienne, véritablement, qui enquêtent à charge et à décharge, qui prennent un peu le temps sur les enquêtes préliminaires, sur les affaires un peu plus graves. Eh bien, aujourd'hui, il faut redonner un peu cette possibilité d'être OPJ, des officiers de police judiciaire, et de refaire de l'enquête, parce que les flics, les policiers, les bleus, comme utilisait l'expression de votre collègue, eh bien, retournent sur la voie publique parce qu'il y a la politique du chiffre, parce qu'aujourd'hui, enquêter, c'est beaucoup de temps, beaucoup de pression qui ne sont pas données, et c'est le cœur de métier des policiers. Donc aujourd'hui, on nous dit, oui, va y avoir le doublement des policiers en 10 ans, mais sur la voie publique. C'est pas sur la voie publique qu'ils doivent être les policiers. Les policiers, ils doivent être pour l'écoute des différentes parties. Pas seulement des victimes, mais aussi des mises en cause, des avocats, des témoins, mener des enquêtes. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'étais au parquet de Paris pendant très longtemps et j'ai été aussi juge d'instruction. Et les policiers me disaient, mais Madame Massoud, moi j'en peux plus, j'ai pas le moyen de mener des enquêtes. Et puis, j'ai constaté aussi au fur et à mesure des années, dans les groupes, que ce soit la PJ, la police judiciaire ou les sûretés, c'est-à-dire le niveau un peu supérieur des commissariats qui font des enquêtes un tout petit peu plus poussées, il n'y a plus de procéduriers. Vous savez, ces policiers qui ont fait le même nombre d'études que des magistrats, qui sont des fins spécialistes de la procédure pénale, des fins spécialistes du droit pénal et tout ça, eh bien ces policiers qui montent les enquêtes, qui savent agglomérer des procès-verbaux, qui connaissent les droits des avocats des uns et des autres, construire une procédure, construire des investigations, eh bien ça, il n'y en a plus des procéduriers. Il faut redonner un peu on vous a des entendu. moyens. Merci. Pardon de vous interrompre. Merci Sarah Massoud. C'est vrai, David Levars, il n'y a plus de procéduriers ? On est sur un point, voilà, mais c'est aussi intéressant, un débat comme celui-là, d'entrer dans les détails. Vous me savez très franc, on a une crise des métiers de l'investigation, mais qui a des causes. Qu'est-ce que c'est la crise des métiers de l'investigation ? Je suis un produit de l'investigation. C'est que j'ai démarré ma carrière, je vais faire simple, on pouvait faire une procédure sur du papier libre. C'est-à-dire que l'enquêteur de l'époque était capable de faire une procédure sur papier libre. Vous allez en urgence, en perquisition chez quelqu'un, vous saviez rédiger des PV à la main. Aujourd'hui, même quelqu'un qui a un niveau de diplôme incroyable ne pourra plus jamais faire une procédure sur papier libre. Pourquoi ? Non pas que c'est interdit, mais parce que c'est tellement complexe, elle s'est tellement alourdie que vous êtes sûr de faire une faute de procédure majeure. Même pas accessoire, majeure. Je pèse mes mots. Qu'est-ce qui manque ? Ça manque pas seulement de policiers d'investigation, on a une crise de l'investigation qu'il faut régler. Le président a annoncé que demain, dans le futur, les gardiens de la paix en école seraient OPJ en sortant d'école. Bien évidemment que tout ça doit se construire. Mais qu'est-ce qui manque pour une police efficace ? J'ai vu les déclarations qui ont été faites ici et là à Marseille. Il manque le tube de la chaîne pénale, c'est-à-dire le tube de la justice qui elle-même soit en mesure d'absorber. Moi, je veux bien qu'on dise qu'il n'y a pas assez d'enquêteurs, mais en France, on a 2 à 3 fois moins de magistrats par rapport à l'Allemagne, l'Angleterre, et j'aimerais entendre les magistrats et Madame Massoud dire on manque de magistrats, on manque de greffiers, on a aussi besoin d'absorber la capacité procédurale de la police pour ensuite pouvoir traiter mieux le délinquant et donc mieux répondre aux victimes. Et c'est là où j'ai aussi apprécié le discours du président de la République.
il y a aussi des points de discordance, c'est qu'il a abordé la chaîne pénale, et ça, j'ai trouvé ça à la fois audacieux, et en même temps, le calendrier est très court, parce que les réformes annoncées, là, par contre, je suis circonspect, ça doit aller très vite, et ça va nécessiter beaucoup de travail. Éric Dupond-Moretti a annoncé une augmentation du budget de la justice, qui est normalement, qui doit normalement avoir des moyens plus supplémentaires pour traiter toutes les affaires que vous amenez à la police, mais à la justice. Cette annonce-là, je l'ai entendue comme vous. 8 millions. Oui, je l'ai entendu. La question, c'est aujourd'hui, quand on annonce un chantier de simplification de la procédure pénale, par exemple, simplifier les cadres d'enquête. Si j'ai bien compris, on va fusionner l'enquête préliminaire, l'enquête de flagrance. On va donner les moyens aux policiers d'avoir une capacité procédurale augmentée, puisque si on fait plus simple, on va plus vite. Est-ce que face à nous, on n'est pas les uns contre les autres, mais est-ce qu'en tout cas dans la chaîne pénale, il y aura acceptation du sujet ou est-ce qu'il y aura réticence? Moi, pour vous dire les choses, j'ai accepté plusieurs fois de participer à des commissions. J'ai plus vu de réticence dans ma vie que de gens en capacité de simplifier les choses. Je ne voudrais pas que ça devienne un ping-pong entre le policier et la magistrate, mais je vous donne la parole, Sarah Massoud, forcément. Qu'est-ce que vous répondez à David Lebars? Je remercie M. Lebars d'avoir dit qu'il manquait des effectifs dans la magistrature. C'est flagrant. Un ancien garde des Sceaux disait qu'on était des clochards. Vous savez, aujourd'hui, les recrutements à l'ENM sont quasiment en deçà d'il y a quelques années. Donc, pour former un juge et pour former un greffier, il faut plusieurs années. Donc, on est tellement en deçà de ce qu'il faudrait. Donc, c'est pour ça que, à mon sens, c'est véritablement des ambitions de grande envergure qu'il faudrait. Aujourd'hui, la magistrature n'est pas en capacité d'absorber l'ensemble des enquêtes qui lui sont soumises, que ce soit d'ailleurs des enquêtes de flagrance ou des enquêtes préliminaires. Moi, je vous parle des juges d'instruction, des grosses affaires, celles qui intéressent aussi la criminalité organisée, les affaires les plus lourdes. Donc aujourd'hui, il faut un recrutement massif de magistrats. Alors après, à vous d'interroger le ministre de la Justice, qui n'est pas du tout dans cette prospective-là. Il est sur des sucres rapides. Donc du coup, oui, c'est vrai, on a eu quelques centaines de contractuels, mais des contractuels pour faire quoi? Pour faire de la petite procédure, pas du tout ce dont on parle aujourd'hui. Donc je suis tout à fait d'accord. Augmentons les moyens de la justice, et c'est pas seulement 8%, c'est véritablement peanuts par rapport à nos collègues européens pour pouvoir absorber ça. Et puis, allez, je reprends la main. Merci beaucoup. Restez avec nous, Sarah Massoud. C'est toujours un peu plus compliqué quand il y a un invité qui est en duplex ou en visioconférence. Merci d'intervenir en tout cas, parce que je voudrais qu'on prenne du temps pour faire un focus sur une autre mesure très commentée, évidemment, la création d'une instance de contrôle sur le modèle de la délégation parlementaire au renseignement. Alors j'avoue que c'était un peu elliptique pour moi. On va voir quelle forme ça pourrait prendre avec vous, Steve Jourdain. Bonjour, Steve. Thomas. Et Emmanuel Macron qui souhaite donc s'en remettre au Parlement. Oui, les policiers que l'exécutif, on l'aura un peu compris, veut choyer, mais pas seulement. Ils souhaitent donc aussi mieux contrôler les forces de l'ordre dans l'exercice de leur mission. Emmanuel Macron propose de créer donc une instance de contrôle parlementaire. En bref, des parlementaires qui seraient donc chargés d'évaluer l'action des forces de l'ordre. Pas de précision encore sur les modalités. Tout est encore extrêmement flou, mais le mécanisme fait un peu penser à ce qui existe déjà en matière de renseignement. Il existe en effet une délégation parlementaire au renseignement qui est composée de 4 députés et de 4 sénateurs. Le problème, c'est que les travaux de cette délégation sont protégés par le secret défense. Ils ne sont donc par définition, Thomas, pas accessible au grand public. En matière de transparence, le gouvernement peut donc faire beaucoup mieux. En tout cas, c'est ce qu'en pense la sénatrice écologiste Sophie Taillé-Polian. Écoutez-la. Ce qu'on entend poindre, c'est-à-dire une commission parlementaire, me semble pas du tout au niveau, parce que ce dont on a besoin, entre autres, c'est de transparence. Et je ne crois pas qu'une commission parlementaire du même type que celle qui travaille sur le renseignement, qui se caractérise vraiment pas du tout par les questions de transparence, soit le modèle à suivre. Sophie Taillé-Polian qui propose que cette nouvelle institution de contrôle des policiers soit placée, Thomas, entre les mains de la défenseure des droits de l'homme. Objectif, indépendance de l'institution, transparence de son travail. Alors sur la forme maintenant, quelle forme ça pourrait prendre? Pas simple, pas simple pour le gouvernement, notamment quand vous avez un Sénat qui n'est pas de votre bord politique. Pour créer une telle délégation parlementaire, il faut en effet l'accord des 2 assemblées, Assemblée nationale, Sénat, et ici à la Haute Assemblée, on n'est pas très enthousiaste.
enthousiastes à cette idée d'Emmanuel Macron. On considère que le travail de contrôle des forces de l'ordre est déjà effectué en pratique. Il s'exerce par l'intermédiaire de la commission des lois que vous connaissez bien, Jérôme Durien. Aucun intérêt donc à créer, selon les sénateurs, une nouvelle délégation, un nouveau comité Théodule qui n'aurait en pratique aucune prérogative. Si l'exécutif souhaitait quand même créer une telle délégation, eh bien, il faudrait passer par une loi. Et à quelques mois maintenant de la présidentielle, pas certain que la droite ici au Sénat soit encline à faire un cadeau à Emmanuel Macron. Merci Steve. Steve Jourdain, donc les chroniques de la rédaction tous les jours dans cette émission. Une chronique, un zoom très factuel de la rédaction dans chacun de nos débats. Évidemment, je me tourne vers vous, Jérôme Durand. Est-ce que vous la voulez, je vais être un peu trivial, cette patate chaude là? Non. Non. Mais pourtant, on pourrait se dire, c'est bien, le Parlement reprend un peu de pouvoir dans l'affaire. Les deux questions, les deux termes qui reviennent systématiquement quand on parle du contrôle, c'est indépendance et transparence. Je rappelle que la défenseure des droits a aussi eu vocation à s'occuper des questions de déontologie des forces de police. Trop près ou trop loin? Trop près, c'est IGPN et IGGN, les inspections générales de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Elles sont trop près parce qu'elles ne présentent pas les garanties d'indépendance. Et on a cru comprendre que ça pouvait bouger de ce côté-là. Bon, ça ne bougera pas, ça reste sous l'autorité du ministre, des directeurs généraux, rien à attendre de ce côté-là. Trop loin, le Parlement. Écoutez, nous, si on a besoin de créer une commission d'enquête, on le fait. L'affaire Benalla, il me semble que c'est venu un peu comme ça. Donc, le Parlement n'a pas besoin que l'exécutif lui demande de s'occuper du contrôle, mais on est trop loin, on ne va pas les s'occuper d'un bras arraché ici, d'une suspicion de dérapage ailleurs. Mais alors qu'est-ce que vous espériez, puisque vous avez participé à ces tables rondes, qu'est-ce que vous demandiez en termes de contrôle? Moi, il me semble que le bon modèle, et c'est d'ailleurs quelqu'un qu'on a auditionné, c'était l'IOPC, l'Independent Office for Police Conduct, c'est l'organisme britannique qui s'occupe du contrôle, qui est indépendant et qui permet de mettre tout ça à distance. Et donc ce ne sont pas des policiers qui contrôlent des policiers. Et il faut dire que les policiers, ils font bien leur ménage. Enfin, globalement, il y a 95, 97, 98, 99% de policiers et de gendarmes qui se comportent très bien. Il y a quelques cas qui demandent cette indépendance, cette transparence. Et ça aurait été une réponse très forte. Elle n'est pas venue. Et peut-être qu'il faut lire d'ailleurs le discours d'Emmanuel Macron moins à l'aune de ce qu'il y a dedans, parce que finalement, c'est plutôt pas si mal. Mais ce qui pose problème, c'est tout ce qu'il n'y a pas, notamment sur le contrôle. Mais est-ce que c'est une opposition, une résistance du milieu policier et du milieu de la gendarmerie pour ne pas avoir cette instance de contrôle indépendante? Ça a été le débat le plus vif. Il y a eu deux débats très vifs. La table ronde avec la justice, avec Éric Dupond-Moretti, où ça a frictionné un peu. Avec et certains, puis, pas tout le monde. Pas tout le monde, non, mais la plupart des policiers se comportent très très bien, je l'ai dit. Mais dans les débats, on a eu aussi sur les inspections générales des choses un petit peu vives. Donc on sent qu'il y a que ça renacle. Bah, on en a un policier sur ce plateau, donc comment vous réagissez? Emmanuel Macron, je vais le citer, quand il y a des fautes, elles doivent être sanctionnées. Quand on aime nos forces de l'ordre, on ne leur passe pas tout. Mais j'espère que je ne vais pas surprendre. Je valide tout ça et je ne suis pas, moi, en tant que commissaire de police et en tant que policier, opposé à toute notion de contrôle. Il faut juste remettre un petit peu en perspective 2-3 points. L'IGPN a deux façons de travailler sur son mode d'enquête. Il y a le volet judiciaire. Il faut évacuer ce pan-là. Il est dirigé par la justice. Une enquête judiciaire, c'est soit un procureur, soit un juge d'instruction qui contrôle l'enquête. Donc le contrôle est déjà fait par une autorité qui est l'autorité judiciaire. Donc on parle du volet administratif, sanctions disciplinaires. Moi, j'ai pris des positions du syndicat des commissaires de la police nationale. S'il devait y avoir une autorité ou une forme de chapeautage ou effectivement d'une mise à distance, mais personne ne s'oppose à ça. Il faut juste respecter 2-3 règles d'anonymat pour ceux qui sont cités dans les dossiers. Il faut juste rappeler que l'IGPN, je crois, pour le ministère de l'Intérieur, pour la police, on a pas loin de 50% des sanctions, toutes fonctions publiques confondues. C'est-à-dire qu'on a 5 millions de fonctionnaires et le contentieux disciplinaire police nationale, c'est 50% des décisions. Donc on est contrôlé, il ne faut pas laisser passer cette petite musique. Mais s'il y avait un gage à donner... Mais est-ce qu'il fallait faire plus ? Écoutez, moi, j'entends le débat. La commission parlementaire n'est pas soumise au secret pour l'activité IGPN. Elle l'est pour le renseignement parce que la matière est soumise au secret. Moi, je ne voyais aucune raison qu'il y ait une délégation soumise au secret et je ne vois pas d'opposition à ce que les parlementaires la créent. Maintenant, politiquement, on verra ce que ça donne. Il ne faut pas oublier d'où est parti ce Beauvau de la sécurité. C'est quand même suite à l'affaire Zecler, ce producteur de musique qui avait été arrêté de façon musclée et tabassé par des policiers. Et donc, ça avait ému la population. Il y a eu des manifestations
contestation, après dans le sillage bien sûr des États-Unis, Black Lives Matter, mais quand même il y avait ce bruit et cette contestation qui montait de la rue. Et ce Beauvau de la sécurité a été organisé pour répondre et pour rassurer les Français et rétablir effectivement ce lien de confiance. Mais il ne faut pas oublier ça. Donc c'est vrai qu'à l'arrivée, quand on a l'instance de contrôle qui est une simple, formation parlementaire qui serait là pour contrôler, mais vous l'avez dit, beaucoup trop loin, on se dit que finalement on a davantage entendu la police que les manifestants. Bon, on va écouter Marine Le Pen et puis ensuite vous pourrez centraliser vos réponses et vos arguments. Marine Le Pen qui était ce matin sur cette question de la nouvelle instance de contrôle, elle était ce matin sur Europe 1, on écoute. Chaque fois qu'il va sur le terrain de la sécurité, c'est pour taper sur la tête des policiers. Moi, j'aimerais bien qu'ils se mettent un peu à taper sur la tête des délinquants et des criminels. Ça pourrait être une forme de nouveauté. C'est surtout beaucoup plus efficace pour lutter contre l'insécurité. Donc, il a vraiment un biais, le président, qui est un biais de suspicion à l'égard de la police nationale, d'a priori négatif à l'égard de la police nationale. Il l'a démontré à plusieurs reprises. Il a parlé lui-même comme président de la République des violences policières. Je ne dis pas que il n'y a pas quelques individus parfois très contrôlés d'ailleurs déjà, qui sont extrêmement contrôlés. C'est probablement le corps le plus contrôlé. Camille Chaise, comment vous réagissez peut-être d'abord aux propos de Marine Le Pen? Alors moi, je ne réagis pas aux propos politiques. Moi, je suis fonctionnaire et je suis apolitique. Non, ce qui était important pour nous, les policiers et les gendarmes, c'était de dire que c'était aux policiers, aux gendarmes de contrôler leur profession. On ne veut pas externaliser, donner à d'autres notre patate chaude, pour reprendre ce point. On a vraiment besoin que le contrôle interne dans les forces de police et de gendarmerie soit partout. Ça part du gradé qui est dans les brigades, ça passe par le commissaire, l'officier de gendarmerie. Et on ne veut pas finalement déléguer à d'autres ce travail. Qu'est-ce que vous répondez à la critique qui a été exprimée trop près d'un côté, trop loin de l'autre, quoi? Nous, on voulait garder ce pouvoir de contrôle qui doit être partout. Et c'est notre fierté d'être contrôlés. Et c'est notre fierté de dire qu'à 99%, les policiers et les gendarmes font bien leur travail. Et que pour les quelques personnes qui le font mal, ils sont contrôlés. Et quand il y a une faute, il y a une sanction. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ceux qui sanctionnent, c'est le directeur général de la police, le directeur général de la gendarmerie. Et ils l'ont dit, et le président de la République l'a rappelé, il faut que ces sanctions soient beaucoup plus rapides. On ne peut pas rester plusieurs mois avant que le conseil de discipline se rassemble, avant qu'une décision soit prise. Elle peut être complexe, cette décision. Il peut y avoir des contre-pouvoirs syndicaux. Il peut y avoir toute une profession en attente de ces éléments. Et il faut que la sanction soit rapide quand il y a une faute. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, et si vous n'avez pas pris connaissance des principales mesures, les annonces d'Emmanuel Macron, multiplication par 2 de la présence sur le terrain des policiers et gendarmes, budget du ministère augmenté d'1,5 milliard en 2022, dès l'année prochaine, simplification des procédures pénales, recours aux caméras, donc cette instance de contrôle dont on parle à l'instant. Je reviens vers vous, Sarah Massoud. Est-ce que vous dites cadeau aux policiers quand vous entendez ça, 1,5 milliard d'euros de budget supplémentaire pour le ministère l'année prochaine? C'est vrai que vu le peu de cadeaux qui est fait aux autres services publics, on pourrait dire que oui, la police est plutôt bien logée. Après, je ne veux pas du tout mésestimer le fait qu'il y a aussi des besoins. Enfin, les conditions matérielles d'exercice des policiers, quand on rentre dans un commissariat, l'état des bureaux, l'état du matériel informatique, l'état des véhicules, des cellules de garde à vue sont extrêmement dégradés dans la très grande majorité des postes de police et de gendarmerie. Donc oui, les policiers ont la nécessité de travailler dans des conditions dignes. Après, ce que je conteste et ce que nous contestons, nous, syndicats de la magistrature, c'est que ces moyens soient là pour augmenter le nombre d'effectifs de police. Moi, je voudrais qu'ils soient là pour véritablement faire une formation idoine et de qualité. On nous parle d'une augmentation de 4 mois de la formation initiale et une augmentation également de la formation continue. Mais 4 mois, c'est quasiment pas revenir aux chiffres qui étaient celui au début du quinquennat. Dans certains pays, chez nos homologues européens, c'est des formations de plus de 2 ans. Et là, on nous parle que de durée. Or, c'est pas que la durée dont on doit parler dans le cadre des formations des policiers. On doit parler aussi du contenu. Pourquoi est-ce que le contenu de cette formation, elle est principalement centrée sur la répression, principalement centrée sur les techniques d'interpellation? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de cours sur la procédure pénale? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de cours sur les sciences sociales? C'est tout ça qu'il faut intégrer. D'ailleurs, au Beauvau de la sécurité, il n'y avait pas d'universitaires, pas d'anthropologues, pas de sociologues qui étaient invités, ou si peu. Même très peu de magistrats, j'ai envie de vous dire. Justement, un truc pluridisciplinaire. Donc,
si les moyens étaient donnés sur ça, et les policiers sont en demande de ce type de formation, parce que les interactions sont beaucoup plus compliquées dans la rue, parce que comme le disait le collègue policier, aujourd'hui le travail policier, il est aussi fait d'accompagnement, sauf que cet accompagnement, il doit être affiné. C'est du travail de broderie, le travail de police. Donc du coup, ça nécessite des moyens dans ces tuyaux-là, et pas que parce qu'il faut du bleu sur les trottoirs. Donc du coup, je m'interroge beaucoup sur la ventilation de ce budget. Ouais, je retiens ce que vous dites sur la formation, moi, dans cette intervention. Et finalement, cette impression qu'Emmanuel Macron est revenu au niveau du début du quinquennat et qu'on ne progresse pas, quoi. En tout cas, pas suffisamment par rapport... On progresse et on se renouvelle énormément en termes de formation. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce qu'il vient d'être dit? Je ne suis pas du tout d'accord. Alors, c'est de la broderie peut-être, mais c'est une broderie extrêmement fine parce qu'on apprend beaucoup de choses à des jeunes gardiens de la paix qui ont un bac et qui doivent, en quelques mois, effectivement, apprendre beaucoup. Alors, est-ce qu'on leur apprend beaucoup trop la répression, pas assez la protection? Vous me dites 4 mois, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même plus un tiers. Donc, je connais pas beaucoup de formations qui augmentent en quelques... C'est combien alors, du coup? Alors là, on va passer de 12 mois à 4 mois supplémentaires. Donc, c'est beaucoup. Et ils doivent apprendre beaucoup de choses. Ils ont de la théorie, effectivement, parce qu'à un niveau bac, on doit apprendre le droit. Et le droit pénal, la procédure pénale en France est complexe. On doit apprendre les techniques d'intervention parce que c'est le quotidien du gardien de la paix qui est dehors, dans la rue, et qui doit assurer une sécurité en intervention. Donc, c'est normal. Après, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est qu'il y a beaucoup d'associations, de sociologues qui viennent dans les écoles de police présenter le travail auprès des victimes. Et ça, c'est important. Moi, juste pour terminer, ce que je voudrais vous dire, c'est que je suis fière de mon ministère aujourd'hui. Je suis fière de voir un ministère qui se bouge, qui est en mouvement, qui s'est donné les moyens de rassembler autour de lui, autour d'un grand débat, et on espère que les états généraux de la justice donneront autant de résultats, mais qui n'a pas eu peur aussi de retransmettre l'ensemble des débats sur les réseaux sociaux, avec, on le sait, sur Twitter ou sur d'autres réseaux, des groupes qui ne sont pas forcément d'accord avec nous. On n'a pas eu peur de ce débat et on continue à échanger sur ces questions parce qu'on est persuadé qu'il y a un enjeu sociétal et qu'on a besoin des citoyens qui soient derrière nous et qui poussent aussi. Et c'est pour ça que le budget, d'accord, on est content d'avoir 1,5 milliard supplémentaire, on souhaite à tous les ministères d'en avoir autant. Et sachez qu'on va bien l'utiliser dans le cadre des réformes qui ont été annoncées aujourd'hui. Jérôme Durin, votre avis peut-être sur la formation, parce que dans ces débats, on va essayer de creuser. Donc là, il y a tellement de sous-thèmes qu'on pourrait traiter, mais là, il nous reste quelques minutes. Je voudrais vous entendre sur la formation. Moi, je reviendrai au calendrier de tout ça. Police de 2030, doublement du bleu dans les rues pour dans 10 ans. Il y a une inertie terrible dans ces systèmes administratifs de formation, de recrutement. Quand on parle avec des policiers, avec des syndicalistes, ils nous disent mais le recrutement pour récupérer les emplois perdus sous Nicolas Sarkozy, parce qu'il faut se souvenir de tout ça. Hein, le recrutement, c'est dur. Et du coup, les notes des gens qu'on prend pour avoir de gros effectifs recrutés, des fois, c'est pas formidable. La formation, c'est un peu la même chose. On est passé donc de 12 mois à 8 mois. On va reprendre 4 mois. Alors attendez, vous n'êtes pas d'accord sur les chiffres. Vous nous dites on revient à 12 mois et vous nous dites on passe de 12 à 16. Si on compte les périodes de stage ou les périodes au sein de l'école. Il y a la scolarité et la formation comptant les stages. Donc, voilà, là, il y a 4 mois de théorie supplémentaire, ce qui est quand même beaucoup. Donc on revient à ce qui était fait en début de quinquennat. Donc il y a quand même des allers-retours qui sont coûteux dans l'organisation. Et c'est ça qui pose problème. C'est que je trouve que, le président de la République dit « je vous ai compris » essentiellement aux gendarmes et aux policiers. Il n'était pas très loin de Lille, donc c'est normal qu'il s'inspire du gaullisme. Et puis par ailleurs, il rase un peu gratis parce que tout ça va venir très tard. Donc sans doute c'est très bien, une quantité de mesures qui sont annoncées, mais comment on fait dans le calendrier parlementaire? On arrête de bosser, nous, pour parler un peu trivialement, en février. Comment tout ça va s'inscrire? Et en plus, il faut attendre les états généraux de la justice pour compléter le travail. C'est pas très engageant pour le président de promettre de faire maintenant ce qu'il n'a pas pu faire pendant le quinquennat. Mais il a quand même donné pas mal aux policiers pendant le quinquennat. Tiens, quelques chiffres. 1,7 milliard d'euros supplémentaires depuis 2017. 10 000 policiers et gendarmes recrutés depuis 2018. Et pour la revalorisation des carrières et rémunérations, 238 millions d'euros. David Lebar, sur la formation, est-ce que vous dites, comme Jérôme Durin, finalement, c'est un peu c'est la valse, quoi, un peu en avant, deux pas en arrière, et on revient au niveau du début du quinquennat? Factuellement, il y avait une réduction de la scolarité des gardiens de la paix. Il y a des temps
tensions politiques, quand un quinquennat décide de recruter 10 000 gardiens de la paix, si on n'augmente pas le nombre d'écoles, le seul moyen, c'est de baisser la scolarité en durée pour recruter plus de gardiens de la paix. Moi, j'ai un avis assez tranché sur le recrutement. Il faut stabiliser un effectif et rappeler une chose à ceux qui nous regardent. On a en policiers et gendarmes un très bon taux d'occupation de policiers par rapport au nombre d'habitants, par rapport à l'Europe. On est dans le premier tiers européen, ce qui est encore une fois pas le cas. Il faut arrêter de recruter. Oui, parce que le ministère de l'Intérieur, pour la police nationale, c'est 11 milliards le budget annuel. Il y en a 10 qui partent pour la base salariale. Donc quand il reste 1 pour investir, plus on recrute, moins il reste pour investir. C'est pour ça que les efforts financiers sont à saluer. Mais je crois que le recrutement, il faut qu'on ait un chiffre de référence. Il faut qu'on sache mieux répartir nos policiers et nos gendarmes. Il faut recruter des magistrats. Et là-dessus, avec Sarah Massoud, on est d'accord. Sur la formation, je la rejoins. Il faut décloisonner les formations magistrats-policiers. Il y a des efforts à faire gigantesques. Les magistrats vont 4 mois voir les avocats en formation initiale. Ils ne vont que 15 jours dans les services de police. Il faut inverser les choses. Tout comme il faut envoyer des policiers dans les tribunaux et au-delà, chez les juges d'application des peines pour savoir ce qui s'y passe et arrêter les fantasmes. Le but, c'est d'améliorer la chaîne pénale. Si je dois retenir une volonté politique du président ce matin, c'est de la décloisonner et de la faire fonctionner mieux. Après, on jugera par les actes. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat ici en plateau et en duplex. Évidemment, Laetitia.